juste 2 mots pour ouvrir la séance en présentant, on ne présente plus Philippe Blachère, mais simplement en rappeler l'essentiel de son parcours, qui n'est pas au départ celui d'un spécialiste du droit parlementaire, puisque sa thèse était plutôt une thèse de théorie du contentieux, théorie de la jurisprudence d'ailleurs, pas du contentieux, sur le Conseil constitutionnel et la volonté générale et l'obiter dictum, selon lequel la loi votée n'exprime la volonté générale que, etc. Donc, au départ, assez loin des préoccupations institutionnelles. Et puis, ça fait très longtemps qu'on se connaît, étant du Midi tous les deux. Et au fil du temps, tu t'es rapproché de ce qui était institutionnel, avec notamment des directions de thèse. Je me souviens d'une thèse sur le ministre des Affaires étrangères. Et puis aujourd'hui, c'est un des spécialistes reconnus et écoutés, je crois, du droit parlementaire, écoutés par certains en tout cas, dont je fais partie. Et c'est aussi quelqu'un qui a, en plus de sa qualité d'universitaire, une connaissance des fonctions juridictionnelles, puisqu'il est depuis quelques années juge au tribunal suprême de Monaco, où l'on fait principalement du droit administratif, et du droit administratif extrêmement technique. Voilà, alors je crois qu'on s'était... on a parlé hier, on s'est mis d'accord pour que tu fasses une présentation... alors, brève, mais c'est à toi de voir. Hein, voilà, je ne veux pas te... D'accord. Tu as tout le temps que tu veux, et puis après, on posera des questions, la salle posera des questions, du moins je l'espère. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci pour cette présentation, cher Stéphane. Merci Benoît, merci au CERCRID pour l'invitation. Je suis très heureux de revenir ici à Saint-Étienne. C'est la 3e fois. La première, c'était en 2015, un colloque organisé en droit constitutionnel, même non, en 2013, colloque sur la fonction présidentielle sous le quinquennat Sarkozy. La 2e fois, c'était Baptiste Bonnet qui organisait son séminaire sur le traité des rapports entre les systèmes. Et puis aujourd'hui, donc je suis très heureux d'être présent pour vous présenter alors un petit ouvrage, un ouvrage dans une collection au format évidemment ramassé, à savoir sur le droit parlementaire, mais c'est un ouvrage dans lequel j'ai surtout cherché à démontrer que, contrairement à une idée reçue, le droit parlementaire, c'est un droit écrit. C'est un droit dont les sources ont profondément changé sous la Ve République. Habituellement, le droit parlementaire était assimilé à un droit du précédent, un droit politique. Il y a d'ailleurs, en réaction, je pense, au tournant jurisprudentiel du droit constitutionnel, tout un courant de droit politique qui s'est développé ici, mais également à l'Institut Michel Villet de Paris 2, et qui fait du bon travail, qui promeut la dimension coutumière ou non écrite du droit constitutionnel. J'ai cherché précisément à montrer que le droit parlementaire, c'était aussi du droit dur. Ce qui n'est pas incompatible, du reste, avec la force des précédents et des usages dans la discipline. Alors, pour présenter cet ouvrage et pour lancer le débat, moi, ce que je vous propose, c'est de raisonner en 3 temps, une fois n'est pas coutume. D'abord, montrer qu'il y a, me semble-t-il, depuis quelque temps, un renouveau du droit parlementaire, et essayer de m'interroger sur les motifs de ce renouveau. Ensuite, peut-être revenir sur ce qu'est le droit parlementaire, en quoi ce droit est-il spécifique ou pas. Je m'interroge là-dessus, je n'ai pas de réponse, pour tout vous dire, mais je ne suis pas satisfait en tout cas de ce que j'ai pu lire, même chez les grands classiques, comme Pierre Avril et Jean Gicquel, qui cherchent à définir le droit parlementaire dans leurs traités, mais je pense qu'on peut encore discuter sur cet objet d'étude, qui est un peu mystérieux, et puis ensuite lancer quelques pistes pour qu'on puisse tous réagir sur l'actualité, qui évidemment, en la matière, est très riche. Je n'ai pas besoin de le rappeler. La session parlementaire a démarré sur les chapeaux de roue avec des problèmes, mais je crois que la configuration actuelle du Parlement
et notamment de l'Assemblée nationale, avec 10 groupes, ce qui était jusqu'alors inédit, montre que peut-être on a dépassé un seuil d'acceptabilité en termes de formation interne à l'Assemblée nationale. Est-ce le règlement de l'Assemblée qui n'est pas adapté, ou est-ce le seuil pour constituer un groupe qui est trop bas? On pourra se poser la question. Voilà. Donc peut-être quelques mots d'abord sur le renouveau du droit parlementaire. Ce renouveau, il doit évidemment être constaté, et on peut essayer de lui trouver quelques explications. Alors, le constat, il est assez simple à opérer. On sait que depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, une grande refonte de la procédure interne au Parlement a été établie. Par exemple, les commissions permanentes ont vu leur rôle devenir de plus en plus important dans la procédure législative. Et puis, par ailleurs, le constituant a cherché à valoriser une fonction de contrôle qui jusqu'alors était un peu délaissée et qui devient sans doute l'avenir d'un Parlement moderne. À quoi sert le Parlement aujourd'hui? On sait qu'il ne sert pas à voter la loi, il vote la loi, mais il ne fabrique pas la loi. Qui fabrique la loi? C'est l'exécutif en appui avec sa majorité. Mais le Parlement peut trouver une utilité en démocratie en tant que contre-pouvoir, en contrôlant l'action du gouvernement. Et donc cette réforme de 2008 est venue, dans l'article 24 de la Constitution, rappeler que les fonctions du Parlement étaient de voter la loi, mais aussi de contrôler l'action du gouvernement. Et une troisième fonction a été ajoutée, un peu mystérieuse d'ailleurs celle-là, évaluer les politiques publiques. Bon, on peut considérer que l'évaluation des politiques publiques peut être rattachée au contrôle et qu'il s'agit de la même mission. Alors, depuis cette réforme de 2008, on constate un foisonnement d'articles, d'ouvrages, de colloques en lien avec le Parlement. Je ne retiendrai ici que 2 exemples, 2 revues importantes dans la discipline qu'est le droit constitutionnel. La première, c'est la revue Ius Politicum, qui en 2012 consacre un numéro spécial intitulé « Le Parlement et le nouveau droit parlementaire ». Donc cette idée que le droit parlementaire aurait changé, que quelque chose de neuf serait désormais mis en place au sein des 2 assemblées politiques. Et puis la revue Pouvoir, qui en 2013 consacre également un numéro spécial intitulé « Le nouveau Parlement », comme si une réforme constitutionnelle avait un impact aussi puissant sur l'institution qu'est le Parlement, qui deviendrait alors une nouvelle institution. Voilà, donc deux publications marquantes et qui témoignent d'un renouveau finalement des études consacrées au Parlement et au droit parlementaire. Et puis, me semble-t-il, dans le constat de ce renouveau, on peut également citer, ce n'est pas anodin, c'est même très important dans notre milieu, le nombre de thèses publiées et qualifiées par la section de droit public en droit parlementaire. Jean de Saint-Cernin, Audrey de Montis, Basile Ridard, etc. Il y a Chloé Dussoz, bref, il y a une dizaine de thèses ces dernières années qui ont été... Ouais, je n'ai pas encore les résultats. Je ne l'ai pas oublié, non. Pas anticipé. Donc une dizaine de thèses consacrées au droit parlementaire, et il me semble que là encore, on a un indice d'un renouveau de cette discipline. Alors, comment essayer de trouver des explications à ce constat? Il me semble qu'on peut au moins aborder 3 pistes qui permettent peut-être de comprendre ce renouveau. D'abord, un trop-plein ou un essoufflement, je ne sais pas, du droit constitutionnel jurisprudentiel. C'est incontestable. Xavier Magnon a écrit un article intitulé « La QPC ou le linceul du droit constitutionnel ». C'est-à-dire cette idée qu'avec la QPC, finalement, c'était la mort d'une certaine manière d'appréhender la discipline. Je crois qu'il n'avait pas tort. Il y a eu énormément de thèses, d'articles, avec un tournant aixois dans les années 90 sur le droit constitutionnel jurisprudentiel. Et on en est arrivé à un point où finalement, on s'est tous posé la question, on s'est tous interrogés sur ce qu'est le droit constitutionnel. Et en tout état de cause, on est à peu près certain que le droit constitutionnel, ce n'est pas que le contentieux constitutionnel. Et d'où, me semble-t-il, un intérêt à la fois pour les doctorants, mais également pour les enseignants, chercheurs confirmés, de s'intéresser à une autre dimension de la discipline, et en particulier le droit parlementaire, mais également, depuis quelque temps,
ce que certains appellent le droit gouvernemental, ce qui, à mon avis, est un slogan, puisque le droit gouvernemental, en réalité, c'est du droit administratif appliqué au gouvernement, voire du droit constitutionnel pour les grands principes. Ça, c'est la première explication. Deuxième explication de ce renouveau, c'est, me semble-t-il, la pénétration au sein des assemblées parlementaires des nouvelles technologies qui permettent désormais de suivre en direct les séances en commission permanente, en assemblée plénière, qui permettent de suivre le cheminement des amendements qui sont déposés. Il y a même des parlementaires qui, sur TikTok, postent les amendements qu'ils déposent ou qu'ils défendent en direct. Par conséquent, il n'y a plus cette coupure qu'il y avait traditionnellement entre les initiés, c'est-à-dire les administrateurs, ceux qui étaient dans la maison et qui avaient un accès privilégié à l'information, et puis les observateurs qui, par principe, ne font pas partie de la fonction publique parlementaire. Et dès lors, il me semble que cette ouverture de la connaissance, de la manière dont se produit le droit à l'intérieur du Parlement, et dont les débats se poursuivent, permet de décloisonner finalement le droit parlementaire, qui jusqu'alors était l'apanage de quelques grands noms, hein, Jean-Louis Pesant, Jean-Louis Hérin, Jean-Pierre Camby, bref, tous ces fonctionnaires ou ces administrateurs, voire secrétaires généraux de l'institution, qui évidemment monopolisaient un peu la discipline en raison de leur présence au sein des deux assemblées. Donc je crois que les nouvelles technologies ont vraiment permis de démocratiser, entre guillemets, les études en droit parlementaire. Et puis, troisième peut-être raison, c'est l'aggravation du présidentialisme sous la Ve République. Aggravation du présidentialisme qui se traduit par ce que le professeur Caporal appelle une primo-ministérialisation de la fonction présidentielle, c'est-à-dire le président de la République qui s'occupe de tout, qui est chef de tout. Je ne vais pas reprendre ici l'anaphore de François Hollande, mais c'est un peu ça, il s'occupe de tout, il est chef de tout, et il dispose de sa majorité à l'Assemblée nationale. Je crois que depuis le quinquennat, l'inversion du calendrier, et puis les séquences électorales qui ont toujours systématiquement confirmé, sauf en 2022, la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale, il y a une dérive des institutions qui rend d'une certaine manière utile toute recherche permettant de valoriser le seul contre-pouvoir non juridictionnel susceptible d'être opposable au président de la République, c'est-à-dire le Parlement. Car il ne faut pas oublier, même si d'aucuns prétendent que le pouvoir des juges peut éventuellement contrebalancer dans une démocratie la puissance excessive de l'exécutif, que le Conseil constitutionnel en France n'est pas compétent pour contrôler les actes du chef de l'État. Et que si le Conseil constitutionnel peut éventuellement s'opposer aux législateurs, en revanche, il est relativement muet sur les actes présidentiels, et là c'est quand même un vrai problème. Donc je crois qu'il y a aussi un intérêt d'ordre politique à ce que le droit parlementaire soit devenu une discipline à part entière, une discipline valorisée. Voilà pour le premier point. J'espère que je ne suis pas trop long. Deuxième point, peut-être, sur cet objet d'étude qu'est le droit parlementaire. Alors, c'est le titre de l'ouvrage, le droit parlementaire. Généralement, lorsqu'on écrit un ouvrage, il faut être d'accord sur la définition préalable que l'on donne de cette discipline, ou de ce segment de l'ordre juridique qu'est le droit parlementaire. Et sur ce point, il me semble qu'il y a au moins deux approches qui, non pas se distinguent, mais qui sont susceptibles d'être données du droit parlementaire. Première approche, c'est une approche qui consiste à insister sur la nouveauté, sur la rupture qu'a provoqué en 1958 le contrôle obligatoire par le Conseil constitutionnel sur les règlements des assemblées parlementaires, et rupture également provoquée par la délimitation entre le domaine de la loi et le domaine du règlement, article 34 et article 37. Autrement dit, cette première conception du droit parlementaire insiste sur la juridicisation, au sens classique du terme, de la discipline. Le droit parlementaire, désormais, c'est un droit qui est soumis au respect de la Constitution. Et cette dimension constitutionnelle du droit parlementaire, elle est, me semble-t-il, développée de manière assez prémonitoire par Léo Hamon
dans l'une des premières chroniques consacrées à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, en 1959, un article qui s'intitule « Quand les parlementaires se donnent des juges ». Et dans cet article, qui est finalement la première chronique sur des décisions du Conseil constitutionnel, Léo Hamon annonce finalement ce qui va devenir une certaine école en droit parlementaire, c'est-à-dire le droit parlementaire jurisprudentiel, tel que l'analyse des décisions sur les résolutions des deux assemblées peuvent éventuellement permettre d'adopter certaines conclusions. Dans cet article, Léo Hamon insiste sur 2 points. Le premier point, que l'on a un peu oublié, me semble-t-il, mais que lui pointe dès le départ, c'est que la Constitution de 1958, contrairement aux précédentes constitutions, n'a pas été élaborée par une assemblée politique. C'est d'ailleurs la première. Et il explique que le fait que ce soit le gouvernement qui rédigeait le texte constitutionnel, alors certes, les parlementaires ont été consultés, mais on sait dans quelles conditions, et on sait qu'ils n'étaient pas réunis en assemblée plénière. Bien, le fait que ce soit le gouvernement qui rédigeait la Constitution explique, selon lui, que les droits des parlementaires et le droit du Parlement, dès le départ, ont été considérablement affaiblis. Ça, c'est le premier apport de cet article. Et puis le deuxième apport, le plus connu, Léo Hamon explique que désormais, le Conseil constitutionnel contrôle les règlements des assemblées, et que dans les premières décisions, notamment la décision 59-2 du 23 juin 1959, le Conseil constitutionnel, dès le départ, pose une jurisprudence qui va défendre les prérogatives de l'exécutif face au Parlement, pour éviter que, par le règlement, les parlementaires ne récupèrent ce qui leur a été retiré dans la Constitution. Donc c'est vraiment la fin d'une certaine logique, c'est la fin de ce que Karine Malberg appelait l'absolutisme parlementaire, et on peut considérer que le droit parlementaire devient alors un droit soumis au respect de la Constitution. Mais il y a une deuxième manière de définir le droit parlementaire, et cette seconde conception de la discipline insiste moins sur la soumission du droit parlementaire à la Constitution que sur l'autonomie dont les parlementaires bénéficient et disposent pour créer leurs propres droits. Et cette deuxième conception insiste essentiellement sur une vision très classique qui reprend la définition d'Eugène Pierre, qui consiste à dire que le droit parlementaire correspond à la loi interne aux assemblées. Et dans cette deuxième conception, c'est plutôt le règlement des assemblées et l'instruction générale du bureau qui est visée, c'est-à-dire les textes qui sont produits par les parlementaires pour eux-mêmes, pour leur propre fonctionnement. Alors, ces deux conceptions, parfois, sont totalement dissociées. Et parfois, elles sont emboîtées. Mais elles soulèvent quand même, me semble-t-il, une question sur la spécificité du droit parlementaire. Parce que très souvent, on affirme que le droit parlementaire est un droit spécifique. Et c'est martelé, notamment dans le traité de droit parlementaire de Pierre Avril et de Jean Gicquel. Mais spécifique par rapport à quoi ? Et surtout, spécifique pour quelles raisons ? Où est la spécificité de l'activité produite par le droit parlementaire ? Il me semble qu'il y a une sorte de tautologie dans les définitions que l'on propose du droit parlementaire. Parce que dans la première conception, correspond au droit parlementaire l'ensemble des sources du droit classique, formel, constitution, loi organique, loi, dont l'objet est de réglementer l'activité du Parlement et le statut des parlementaires. Très bien. Dans la deuxième conception, est droit parlementaire le droit qui régit et qui est produit et qui régit le fonctionnement interne du Parlement. Bon, alors, d'accord, mais ces deux définitions sont pour moi des tautologies, et on n'a pas véritablement, pour l'instant encore, de définition permettant de comprendre la spécificité de ce droit, qui en réalité, si on réfléchit, est à la fois du droit constitutionnel spécial et du droit administratif spécial. Et la thèse de Moesh Balnat, consacrée à l'administration des assemblées parlementaires, avait vocation à démontrer que l'acte parlementaire était parfois transmutable en acte administratif, mais un acte administratif particulier, parce que destiné à organiser le fonctionnement interne des assemblées parlementaires, avec évidemment des principes qui ne sont pas les mêmes que pour le droit administratif de droit commun.
Donc une spécificité de la discipline qui est toujours, me semble-t-il, en recherche de sa définition et en recherche peut-être de son identité. Et puis troisième point, donc, pour ne pas parler trop longtemps, l'actualité. Alors l'actualité en droit parlementaire, elle est très riche et elle montre que ce petit livre qui est sorti il y a quelques semaines, peut-être quelques mois, 2 mois, est déjà, d'une certaine manière, est déjà caduque. Parce que tous les problèmes qui se sont posés récemment dans les assemblées parlementaires, l'ouvrage n'en traite pas. Ce qui montre bien que c'est du droit vivant et que ce droit mérite quand même qu'on lui prête de l'intérêt. Alors je vais ici peut-être revenir sur 3 points d'actualité qui me paraissent importants, je ne vais pas les développer, mais qui révèlent quand même que le droit parlementaire est mobilisé, interprété et qu'il n'a pas les réponses à tout. Le premier problème concerne, j'en ai parlé au début du propos, le nombre de groupes présents à l'Assemblée nationale. 10 groupes. Alors 10 groupes, c'est une configuration jusqu'alors inédite, et cette configuration jusqu'alors inédite a généré plusieurs difficultés. J'en citerai 2, simplement. Première difficulté, elle s'est posée dès le mois de juin dernier, on en a tous en mémoire ce qui s'est passé. Pour la présidence de la Commission des finances, la question s'est posée de savoir à quel groupe devait échoir la présidence de la Commission des finances. Parce que dans le règlement de l'Assemblée, il est précisé, alors là par contre je ne vais pas improviser, je vais le lire, pour être très précis. Dans le règlement, il est précisé que ne peut être élu à la présidence de la Commission des finances qu'un député appartenant à un groupe s'étant déclaré d'opposition. Et vous le savez, un député appartenant à un groupe s'étant déclaré d'opposition, il y avait au moins 2 candidats de 2 groupes qu'il fallait départager. Un candidat du groupe du Rassemblement national, le premier en effectif, et puis un candidat d'une coalition de groupes, la NUPES, mais non pas d'un groupe, donc on pouvait jouer sur les mots, et finalement, c'est celui-là qui a été élu. Là, depuis 2007, la question ne s'était jamais posée, précisément parce qu'il y avait toujours, dans les groupes déclarés d'opposition, un groupe dont les effectifs étaient supérieurs aux autres. Mais le problème de la coalition des groupes, c'est la question de savoir s'il s'agit d'un groupe ou d'autre chose. Ensuite, deuxième exemple, c'est cette motion référendaire qui, à la fin du mois de janvier et au début du mois de février dernier, a été déposée simultanément par 2 groupes. Alors je vous rappelle que la motion référendaire, ça n'a rien à voir avec l'alinéa 3 de l'article 11, le référendum d'initiative partagée. Contrairement à ce que j'ai pu lire sous la plume d'un collègue sur Twitter, ça a un rapport avec le référendum présidentiel de l'article 11, puisque dans l'article 11 de la Constitution, donc je fais la pub pour la collection, je suis sponsorisé par Dalloz, il est écrit que le président de la République, sur proposition du gouvernement ou sur proposition conjointe des 2 assemblées, on oublie souvent, sur proposition conjointe des 2 assemblées, donc la proposition conjointe des 2 assemblées se forme par une motion référendaire. Alors il n'y a aucune chance pour qu'une motion référendaire soit adoptée, puisqu'il y a des conditions de procédure, et il y a la nécessité qu'une même motion soit adoptée par les 2 assemblées et proposée au président de la République. Bon, on sait très bien que l'enjeu n'est pas de proposer effectivement au président de la République quelque chose, mais voilà, de montrer que l'on propose sur un sujet donné, c'est un peu l'équivalent des résolutions, mais désormais, cette question de la motion référendaire a été remise à jour parce que précisément le même jour, ou à un jour près je crois, 2 groupes parlementaires ont proposé une motion référendaire pour demander un référendum sur la réforme des retraites. Problème, là le règlement de l'Assemblée nationale, dans son article 122, dispose, je cite, « Il ne peut être présenté qu'une seule motion lors de la discussion d'un projet de loi ». Donc comment faire ? Nous sommes en présence de 2 motions, donc 2 motions sont déposées, mais une seule motion peut être présentée. La présentation et le dépôt n'est pas la même chose. Donc le bureau a décidé d'interpréter l'article 122 du règlement de l'Assemblée
en proposant le tirage au sort pour départager les deux motions. Bon. C'est une solution qui a été contestée, notamment par André Chassaigne, je crois, au nom de la NUPES, mais c'est une solution qui s'inscrit dans les précédents parlementaires. Il n'y a pas de discussion possible. Lorsqu'il y a une difficulté d'interprétation, très souvent, le tirage au sort permet de surmonter cet obstacle. Voilà pour le premier exemple. Le nombre de groupes à l'Assemblée qui suscite une application vivante du règlement de l'Assemblée. Deuxième exemple, alors moins drôle, je pense, mais tout aussi sérieux, il s'agit de la gravité des sanctions et de leur fréquence prononcées à l'encontre des députés. Il me semble que on est là en présence d'une tendance à ce que la police des débats se transforme en police de la liberté d'expression. Alors certes, il y a des cas qui sont tout à fait différents. Il y a l'affaire de Fournas, dont on a tous entendu parler, et puis il y a l'affaire de Thomas Porte, qui ne sont pas du tout, me semble-t-il, de même nature. Les faits reprochés ne sont pas les mêmes, mais dans les deux cas, on a affaire à une sanction ultime, qui jusqu'à présent, sauf erreur de ma part, n'avait été prononcée qu'à une seule reprise à l'encontre de Maxime Grémetz dans les années 80, et une sanction d'exclusion temporaire de l'Assemblée avec retenue du traitement. Et cette sanction, elle soulève, me semble-t-il, quand même une question, c'est la question des droits de la défense des parlementaires. Parce que la sanction, elle est prononcée dans des conditions de rapidité extrême, sur le siège presque. Le bureau se réunit dans la foulée. Est-ce que les droits de la défense des parlementaires sont bien respectés? Est-ce que cela correspond aux exigences de la Convention européenne des droits de l'homme? Je n'en suis pas certain. On pourra en discuter, mais je pense que là, sur ce point, il pourrait quand même être mis fin à cette justice politique expéditive qui, certes, pouvait se comprendre au XIXe siècle au nom du principe de séparation des pouvoirs, mais tout comme l'immunité dont bénéficient les parlementaires ne se comprend plus au XXIe siècle, cette justice politique expéditive, me semble-t-il, est dans notre temps. Et puis enfin, j'avais noté une troisième illustration de l'actualité. Oui, c'était effectivement le point de départ de la session parlementaire en 2023. C'est cette fameuse panne électronique. Vous avez peut-être vu ça, la panne électronique du système de vote au moment de l'adoption du projet de loi sur les énergies renouvelables. Alors c'était assez drôle parce qu'effectivement, le jour où le texte doit être voté, normalement en 30 secondes, tout est bouclé. En réalité, il y a eu une panne et on a vu quand même très rapidement le fait que l'Assemblée est tributaire de la technique. Une paralysie de l'institution en quelques minutes. Il a fallu quand même 4h30 pour imprimer des bulletins nominatifs, pour organiser un vote solennel, pour adopter un projet de loi. Et donc ça renvoie quand même à notre fragilité, à notre peut-être future crise. Nous avons eu une crise sanitaire, peut-être aurons-nous un jour une crise technologique. Et dans ces conditions se pose quand même la question de savoir si le règlement de l'Assemblée nationale, tel du Sénat, est vraiment adapté à une situation d'urgence. On a vu que des réflexions se sont tenues au sein des deux assemblées à propos de l'adaptation du temps de travail des parlementaires en période de crise. Mais pour le moment, il n'y a pas eu de décision prise pour s'adapter. Est-ce possible de se réunir, par exemple, en visioconférence ? Est-ce qu'un vote électronique est envisageable, etc. Cela pose des difficultés, des problèmes de principe qui, me semble-t-il, justifient que dans l'avenir, une deuxième édition de ce petit livre intègre les questions des rapports entre le droit parlementaire et les nouvelles technologies. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long. Bon, pas du tout. Merci. Bien passé. Merci Philippe de cette présentation. Je vais vous passer la parole l'un après l'autre, peut-être après, c'est ça? Je sais pas, dans l'ordre qui vous convient. N'importe. Je lance. Alors, ce livre, puisque
le professeur Blachère a peut-être trop d'humilité pour le dire. Quand il me l'a remis, il m'a dit que je n'aurais rien à apprendre en fait, cet ouvrage. À vrai dire, je persiste à dire que cet ouvrage en fait il trouve bien sa place à côté d'autres manuels plus conséquents, puisqu'en réalité il y a une difficulté qu'il fallait surmonter ici, c'est la sélection en fait des morceaux, les morceaux choisis, je le disais en présentation. Et là, de ce point de vue, on retrouve des repères clairs, même si les points d'actualité, effectivement, ne peuvent pas être traités. On ne vous reprochera pas de ne pas être la pitié. Hein. On retrouve quand même les repères essentiels. Et ce n'est pas pour autant qu'on se retrouve face, par exemple, à des développements descriptifs qu'on pourrait retrouver sur le site des assemblées, puisque là, ça ferait doublon. Non, ça ferait plagiat surtout. Pardon ? Ça ferait surtout plagiat. Ce serait facile aussi. Non, on trouve de vraies positions en fait. Là sur la séance, vous dites immédiatement, c'est vrai que c'est le point d'orgue du travail parlementaire, mais il y a toute une variété d'occupations en fait. Les commissions, on le dit aussi, mais vous évoquez tous les autres groupes, groupes d'études, groupes d'amitié, travail en circonscription, qui occupent effectivement les parlementaires. Donc, on n'a pas ici une simple présentation. Au niveau du format, il y a de fortes contraintes qui pèsent effectivement sur cet abrégé, en fait, sur la rédaction d'un tel abrégé. Et effectivement, on peut tous peut-être rester un peu sur une fin qui est personnelle, sur des choses qu'on attendrait personnellement, encore plus si on est passionné par la matière. Et je me suis demandé par exemple si vous aviez envisagé de consacrer quelques pages à des suggestions de lecture. Je vois dans le bouquin de Ferdinand Mélin-Stuckramanin, il y a un passage à la fin pour aller plus loin avec des conseils bibliographiques. Je ne sais pas si ça avait été envisagé, que vous aviez droit à 246 pages et pas davantage. Et peut-être aussi je me suis interrogé sur le périmètre de l'ouvrage, donc sur les premières pages finalement. Et je me suis demandé si, et vous aviez répondu en partie là dans la présentation, sur le périmètre de la matière du droit parlementaire. Vous êtes allé sur le droit en français, j'imagine que c'était la commande, et puis c'est effectivement on s'adresse à des étudiants français. Mais je sais que, par exemple, je suis allé voir les cours de droit parlementaire de Marcel Prélot, et il avait tout un développement dans les premières séances sur ce qu'il faut entendre par droit parlementaire. Notamment, dans son esprit, c'était aussi l'objet de son cours, c'était de dégager un fond commun en fait, du droit parlementaire par-delà les frontières. Est-ce que là, vous vous êtes demandé si ça valait le coup de s'engager dans ce genre d'entreprise ? Parce qu'en plus, là, le titre de l'ouvrage s'y prêtait, contrairement par exemple à votre ouvrage précédent, Le Parlement en France, qui s'y prêtait beaucoup moins. Donc je me suis demandé si vous aviez envisagé peut-être d'élargir le champ. Je réponds spontanément. Je pense que c'est plus simple. Oui, alors, d'abord, ce n'est pas une commande. D'accord. C'est moi qui ai proposé à l'éditeur à la fois le format et le titre. Et je remercie encore Julie Benetti pour son appui chez Dalloz. Alors, sur le droit comparé, évidemment, le droit comparé a toute sa place en droit parlementaire, mais d'abord, je ne suis pas comparatiste. Il y en a un en face de moi qui, lui, est un vrai comparatiste. Et puis, je crois que cela existe déjà. Il y a un traité de droit parlementaire chez Bruyante qui fait une place très importante au droit comparé. Il y a également chez Dalloz, dans les 3 tomes du droit constitutionnel, du traité de droit constitutionnel sous la direction de Dominique Chagnolot et Michel Tropper, énormément d'aspects de droit comparé sur les parlements en Europe. Donc je ne voulais pas d'abord m'insérer sur un champ que je ne maîtrise pas, parce qu'en réalité, prenons l'exemple de l'Allemagne par exemple. Bon, s'il y a bien un État dont je peux parler, c'est peut-être l'Allemagne, parce que pour faire du droit comparé, je pense que Aurélien, Antoine ne me contredira pas, il faut parler la langue.
Sinon, on ne fait pas du droit comparé. Et faire du droit comparé, ça suppose quand même de comparer des objets qui sont comparables, précisément. Or, nous sommes dans un système en France qui est un système bicaméral. Et j'estime que lorsqu'on traite à la fois de l'Assemblée nationale et du Sénat, on est dans une forme de comparatisme. Mais certes, pas le comparatisme habituel, mais du comparatisme interne. Parce que, et là-dessus, j'ai bien insisté dans l'ouvrage sur les règlements à l'Assemblée nationale et au Sénat, il y a des singularités sénatoriales sur lesquelles je souhaite mettre l'accent. Et je pense que si j'ai fait du droit comparé, c'est plus dans ce sens que par rapport au droit étranger. Et ce d'autant plus que, je prenais l'Allemagne tout à l'heure comme exemple, il me semble que lorsqu'on s'intéresse par exemple au Bundesrat, est-ce une assemblée parlementaire? Je n'en suis pas certain. Ah oui, bien sûr. Je n'en suis pas certain, même si certains collègues, dans leur manuel de droit constitutionnel, expliquent que l'Allemagne fonctionne sur un système bicaméral. Pour moi, le Bundesrat, c'est pas une assemblée parlementaire, c'est pas un Sénat, c'est pas comparable. Donc, je voulais pas rentrer dans ce genre de considération parce que, eu égard au format de la collection, cela m'aurait engagé sur des terrains qui auraient pris trop de place, je crois. Et déjà, il y a du droit comparé dans le bouquin, hein, entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Ensuite, sur la bibliographie, là, ça n'est pas de mon propre fait, c'est l'éditeur qui n'a pas souhaité que cet ouvrage soit accompagné d'une bibliographie, tout simplement. Est-ce que tu le destinais aux étudiants ou pas que? Parce que moi, le premier réflexe que j'ai eu en le lisant, c'est le livre de poche de tout parlementaire aussi. Alors, dans sa vie tactique, alors j'imagine qu'ils ont des sources d'informations directes. Il faut être clair, il y a très peu de cours de droit parlementaire dans les facultés de droit, à part dans les IEP. Non, mais c'est pour ça. Non, c'est un ouvrage, je pense que c'est une collection à savoir qui est destinée aux citoyens, tout simplement. Citoyens déjà, Nous sommes 69 millions de constitutionnalistes en France. Peut-être pas, on ne vote pas tous, mais on est tous des citoyens. Donc je pense que cet ouvrage, il a vocation à être lu par des non-spécialistes. Oui, bien sûr, on est d'accord. C'est plutôt ça. C'est plutôt dans cette logique. On retrouve vraiment des questions que se posent les citoyens. Enfin, en tout cas, on Oui, va oui. essayer d'y répondre quand vous dites le nombre de parlementaires. Vous parlez du nombre de parlementaires. C'est vrai qu'on pourrait s'interroger sur la nécessité d'avoir autant de parlementaires. Le bicamérisme, le citoyen peut se demander à quoi ça sert. Est-ce que deux assemblées, est-ce qu'il n'y a pas une redondance? Donc c'est vrai qu'il faut expliquer. Lorsqu'on est universitaire, je trouve qu'il est très intéressant de changer de registre et de tonalité. Ce type d'ouvrage, qui s'adresse finalement à des non-initiés, suppose à la fois de faire œuvre de synthèse, mais également peut-être de ne pas appréhender un objet d'étude de la même manière que si, par exemple, récemment, j'ai écrit un article pour les mélanges Bertrand-Mathieu sur... je te rappelle d'ailleurs que tu dois rendre ton papier, très technique, sur l'avance des frais de mandat. Je n'ai eu aucune difficulté à rentrer dans le sujet et à développer les arguments parce que tout cela est très technique et je sais à qui je m'adresse. Là, c'est tout à fait différent. Il y a quand même un travail de mise en perspective. Et je me dis, je m'adresse à des non-initiés, donc il faut faire œuvre de pédagogie. Bien sûr. Mais c'est ça qui est intéressant aussi. Voilà. J'ai répondu à vos questions? Oui, bien sûr. Enfin, j'en ai d'autres, mais je laisserai peut-être la On a parole. encore le temps. Voilà, c'est Stéphane, peut-être. Oui, tu parlais du renouveau des études de droit parlementaire, sans doute aussi d'un renouveau de la place, sinon du Parlement, du moins de la place du Parlement dans le débat politique, me semble-t-il. Précisément parce qu'on a, comme tu le disais tout à l'heure, un président qui se comporte, et depuis plusieurs mandats, en chef de majorité, parlementaire, et donc ça met l'accent directement sur ce lieu. Et puis, il y a un autre aspect, quand tu parles de la multiplication des groupes parlementaires, c'est que depuis les années 80, on n'a pas cessé de baisser le seuil pour constituer un groupe parlementaire. Donc en fait, on a provoqué la situation actuelle. Alors, au départ, c'était pour sauver certains mouvements politiques. C'est les écolos. Les écolos et le PC. Oui, le PC, au fur et à mesure, ont baissé. Alors maintenant, ils ont trouvé quelques solutions en se regroupant, mais ça ne résout pas, effectivement,
la question des groupes. Alors, faut-il aussi conserver ce principe d'une place particulière pour les groupes parlementaires? C'est vrai que lorsqu'il y a des choix à faire, c'est peut-être plus intéressant parce que ça limite, ou c'est censé limiter un peu la recherche du titulaire éventuel d'une fonction. Mais en même temps, la notion même de groupe parlementaire, elle est d'ailleurs difficile à expliquer aux étudiants. Dire, il y a des parlementaires qui ont plus de prérogatives que d'autres, ou moins de prérogatives que d'autres, selon qu'ils appartiennent ou non à un groupe. Alors je sais bien, on va me dire, dans la Constitution, on peut jouer sur les mots, et les partis, les mouvements politiques, peut-être que le groupe est parti des mouvements. Bon, assez clairement, on essaie de donner la priorité à de grandes coalitions. Et ces grandes coalitions, elles se sont modifiées aussi considérablement, parce que on a le souvenir, au début de nos études, on nous parlait de la bipolarisation de la vie politique, on nous parlait du quadrille bipolaire, ça c'était le début des années 80 d'ailleurs. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a deux grands mouvements très opposés. On a un mouvement en même temps, et puis on a toute une petite galaxie, ou plutôt quelques satellites, qu'il est difficile d'ailleurs de maîtriser. Donc la configuration a complètement changé, et il me semble que la notion de groupe elle-même mériterait d'être rediscutée. Je relisais il y a quelque temps les écrits des années 30 d'André Tardieu, chose que tu connais aussi. Il se plaignait déjà de la situation plus avantageuse faite à certains parlementaires. Il se plaignait du fait que certains parlementaires devenaient des professionnels de la politique. Alors là, ça a changé aussi. C'est-à-dire que nous avons toute une série de parlementaires qui ne sont pas du tout des professionnels institutionnels de la politique, qui sont en revanche des professionnels du militantisme. C'est autre chose. Donc on a eu quand même, semble-t-il, énormément de changements. Dernière petite remarque, alors c'est plus des remarques que des questions, mais je sais que ça va te faire phosphorer. Dernière observation, le grand Édouard Lambert, qu'il est de coutume de citer, surtout quand on est à Saint-Étienne ou à Lyon, Édouard Lambert disait qu'il y avait une sorte de bascule, d'équilibre entre le Parlement comme juridiction ou le Parlement comme assemblée législative. Et au fond, si le Conseil constitutionnel commence à se mettre en retrait, on voit le Parlement ressurgir. Peut-être qu'il y a là aussi un équilibre qui est en train de se refaire, même si le Parlement reste un Parlement croupion en ce qui concerne le vote des lois, on est bien d'accord. Voilà. Je dois réagir, donc je vais réagir. Sur ton affirmation du renouveau de la place du Parlement, oui, effectivement, je partage ton constat, mais ce renouveau, on a pu peut-être le percevoir au début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, lorsque celui-ci s'est présenté devant les parlementaires réunis en congrès, conformément à ce que l'article 18 alinéa 2 de la Constitution lui permet de faire, président de la République déroulant la feuille de route, finalement, de l'année et des travaux législatifs devant les parlementaires. Avec, notamment, vous vous en souvenez tous, cette humiliation quand même pour le Premier ministre, et le Parlement étant le lieu où le pouvoir s'est vraiment en majesté affirmé au sein de l'exécutif et où le bicéphalisme inégalitaire s'est exposé. C'est un Emmanuel Macron qui, le 3 juillet, s'exprime devant les parlementaires réunis en congrès, et puis le lendemain, le Premier ministre Édouard Philippe qui prononce sa déclaration de politique générale. Qu'avait-il à dire de plus, sinon qu'il appliquait la politique décidée par le président de la République. Donc sous cet aspect, je serais d'accord avec toi pour dire qu'il y a un renouveau
du Parlement au sens où le Parlement est devenu un lieu où le pouvoir s'exprime à nouveau. Ceci étant, moi je pense quand même que le Parlement est en crise, et on en voit les stigmates depuis quelque temps. Il est en crise d'abord parce que le Parlement et les parlementaires ne sont pas respectés. Ils ont tous les mêmes droits, hein, les parlementaires. Là, pour le coup, je ne souscris pas à ta formule. Il y a des parlementaires qui auraient plus de prérogatives que d'autres. Chaque parlementaire a remporté une élection. Ce sont tous des winners, entre guillemets. Les parlementaires ont tous gagné, majorité ou opposition. Et d'ailleurs, il est très facile à un groupe ou à un parlementaire, du jour au lendemain, comme à la Chambre des communes, du reste, de se lever, de s'asseoir et de devenir député de la majorité ou député de l'opposition. Et il y a d'ailleurs un turnover qui est assez impressionnant. J'avais fait ça avec les étudiants très récemment en M2. Depuis le 1er septembre dernier, on a au moins une trentaine de parlementaires qui ont fait finalement une sorte de changement, non pas d'équipe, mais un transfert en quelque sorte, un mercato. Alors certains, pour des raisons indépendantes de leur volonté, parce qu'ils ont été sanctionnés. On pense par exemple à Adrien Quatennens, qui lui fait partie désormais des non-inscrits, mais des non-inscrits ils étaient 7 au départ, maintenant ils ne sont plus que 4, qui sont rentrés dans des groupes, qui sont apparentés. Voilà, ça bouge, hein, ça bouge. Il n'y a pas de position figée au sein des groupes. Il y a vraiment il y a une circulation qui m'impressionne. Alors, est-ce que c'est de la trahison? Est-ce que c'est de l'opportunisme? Je ne sais pas, je ne peux pas l'expliquer, je ne suis pas sociologue, mais c'est quand même assez impressionnant. Et ensuite, les parlementaires ne sont pas respectés parce que, précisément, leurs droits ne sont pas respectés. On parlait tout à l'heure des sanctions. Moi, je suis désolé, mais je pense quand même qu'il y a véritablement nécessité d'introduire plus de contrôle et plus de rigueur dans la manière, dans les modalités d'infliger une sanction, même disciplinaire, à un parlementaire. Et là, j'avais pour préparer cette petite conférence, j'avais regardé un petit peu la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, parce que je sais que je suis dans une université où c'est un sujet qui compte, donc je m'étais dit, bon, on ne sait jamais, si j'ai une question sur la CEDH, on va quand même pas être pris à défaut. Et j'ai trouvé une jurisprudence très intéressante que je mettrai, je pense, dans la prochaine édition, si prochaine édition il y a, notamment une affaire Karaznoni contre Hongrie du 17 mai 2016, vous connaissez peut-être, dans laquelle la Cour se prononce sur un parlementaire ou des parlementaires qui ont été sanctionnés pour avoir utilisé un porte-voix au sein de l'Assemblée des députés. Bon, effectivement, il y a eu un trouble, parce qu'on imagine bien qu'on n'est pas dans une manifestation et que utiliser le porte-voix dans une enceinte parlementaire, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas, et donc la sanction a été confirmée par la Cour de Strasbourg. Mais dans son arrêt, la Cour observe que si les États disposent d'une large marge d'appréciation s'agissant de l'encadrement de l'immunité parlementaire et des sanctions que les assemblées peuvent infliger aux députés, elle ajoute, je cite, « La latitude inhérente à la notion d'autonomie parlementaire dont jouissent les autorités nationales pour sanctionner les propos ou comportements du Parlement n'est pas absolue. » Et la Cour développe quelques hypothèses dans lesquelles elle accepterait d'exercer un contrôle, même un contrôle entier, sur un Parlement qui agirait manifestement de façon arbitraire ou par excès de pouvoir. Et donc, il me semble que dans cette affaire, la Cour esquisse une sorte de contrôle potentiel sur les sanctions auxquelles la procédure parlementaire pourrait faire l'objet de mesures, notamment si, c'est ce que dit la Cour, elle n'offre pas les garanties procédurales élémentaires. Et toute la question est de savoir si en France, les députés disposent des garanties procédurales élémentaires. La seule garantie dont ils disposent, c'est le passage en bureau. C'est-à-dire que lorsque vous êtes sanctionné, vous êtes dans l'heure qui suit auditionné par le bureau. Est-ce que c'est satisfaisant au sens des dispositions de la CEDH? Là, je ne sais pas. L'administrativiste pourra peut-être me dire. C'est pas très trompé. Donc, je pense que les parlementaires doivent être plus respectés. Ça, c'est incontestable. Et puis alors, ce qui me frappe également à propos des parlementaires, c'est quand même cette fascination depuis quelques années pour la transparence et pour la déontologie. Alors, c'est l'occasion aussi de... c'est l'occasion aussi de saluer le nouveau déontologue de l'Assemblée nationale, Jean-Éric Gicquel, depuis le 1er février dernier. À quoi ça sert la déontologie à l'Assemblée nationale ?
L'idée était bonne au départ. L'idée, c'était de considérer que, au nom de l'exemplarité, les parlementaires devaient adopter un comportement à la fois de nature à éviter tout conflit d'intérêts, c'est la moindre des choses, c'est-à-dire d'éviter tout enrichissement personnel, et par ailleurs, l'idée était aussi de permettre, au sein des assemblées parlementaires, de développer, on va dire, des comportements en lien avec ce que l'on est en droit d'attendre d'un parlementaire dans son attitude. Bon. Je pense que les deux objectifs n'ont pas été atteints, loin de là. Alors je ne vais pas me prononcer sur les comportements. On sait qu'il y a eu une réunion du bureau au mois de décembre, je crois, à la demande d'Éric Ciotti, sur le port de la cravate au sein de l'Assemblée nationale. Bon, on peut en rire, mais on en est là. Il me semble quand même que depuis quelque temps, cette histoire de déontologie va vraiment très très loin. Je prendrai un seul exemple. On peut mettre aujourd'hui fin à une carrière politique pour des dépenses compulsives de vêtements. Alors certes, c'est pas bien d'acheter des vêtements. Je le dis souvent à ma fille, arrête d'acheter des vêtements, tu vas te ruiner. Pourquoi une députée n'aurait pas le droit d'acheter des vêtements? Et pourquoi elle n'aurait pas le droit d'acheter des vêtements de luxe, après tout? Si c'est son plaisir, si c'est sa passion. Le problème, c'est que tel que on nous présente la chose et tel que fonctionnent les modalités d'indemnisation des parlementaires, il existe aujourd'hui une grande hypocrisie. Les députés français ne sont pas assez payés. Ils ne sont pas assez payés par rapport à leurs homologues. Alors, je ne sais pas, en Grande-Bretagne, c'est 10 000 euros à peu près, 10 000 euros net. En France, c'est la moitié. C'est 5 000 euros par mois. Bon, alors, vous allez dire, pour les doctorants, c'est extraordinaire. Enfin, 5 000 euros par an, quand vous avez été président d'un grand groupe, ou avocat, ou même préfet, enfin, voilà, c'est un traitement correct, mais sans plus. Et c'est là que ça ne va pas. Pour éviter d'augmenter cette indemnité de base, il a été décidé, il y a quelques années, en 1995, je crois, très précisément, de remplacer la fameuse indemnité de secrétariat par une indemnité représentative des frais de mandat, qui depuis est devenue l'avance des frais de mandat. Et cette avance des frais de mandat, c'est, comme son nom l'indique, une avance, mais en réalité, une avance, non pas que le député fait sur ce qu'on lui remboursera, mais une avance que l'Assemblée donne au député. Donc chaque mois, le député touche effectivement sur un compte 5 200 ou 5 300 euros de plus que son indemnité de base, ce qui lui fait en tout, si on additionne 10 000 euros à peu près, en sachant que cette avance des frais de mandat doit être utilisée exclusivement pour les dépenses en lien avec l'exercice du mandat. Achat d'ordinateur, achat de vêtements, location de voiture, location d'une permanence, etc. Et le travail du déontologue, aujourd'hui, consiste à vérifier que l'usage de l'avance des frais de mandat correspond bien à une dépense en lien avec l'exercice du mandat. Et à partir du moment où il y a cette logique qui s'instaure, comment tu as dépensé ton avance de frais de mandat, 80% à peu près du travail du déontologue, c'est ça aujourd'hui. C'est-à-dire ce n'est ni plus ni moins que ce qu'une société privée pourrait faire. McKinsey pourrait parfaitement le faire. Sinon, on pourrait réfléchir à une autorité administrative. Ou une autorité administrative indépendante. En Angleterre, c'est ce qui est fait. Ou la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Enfin bon, on mobilise une équipe de 7 administrateurs et d'un déontologue uniquement pour contrôler l'avance des frais de mandat. Mais le pire dans tout cela, c'est que une carrière politique peut être ruinée, tout simplement parce que un usage inapproprié de l'avance des frais de mandat a été repéré, et donc les médias s'emparent de l'affaire, et c'est terminé. La députée, je parle évidemment d'une députée dont vous avez tous le nom en tête, Madame Dubost, qui était députée de l'Hérault, a terminé sa carrière, a dû démissionner, parce que sur les réseaux sociaux, dans les médias, était affichée son utilisation de l'avance des frais de mandat. Nous avons tous des costumes, presque tous. Si je porte un Tchirouti, on ne va pas me reprocher de porter un Tchirouti. Bon, si c'est mon plaisir. La différence, c'est que je l'ai payé avec mon propre argent, avec mon salaire. Pourquoi on maintient l'avance des frais de mandat, ce système absolument inique pour les parlementaires? Pourquoi on n'augmente pas les indemnités parlementaires, et ensuite le parlementaire fait ce qu'il veut avec son argent?